Attends un petit peu, il recommence dans... Ça va pas être trop long. C'est bon, Ouais, moi je le vois. c'est parti, Rock. Good. Bonjour tout le monde. Jason, salut, ça va bien? Alors, ouais, ça va bien toi? Yes, super. On est très heureux de t'avoir avec nous. On va faire une petite introduction pour tout le monde. On va attendre un petit peu également pour s'assurer que tout le monde se connecte avec nous. Donc, bienvenue à la webinaire de Jason Beaulieu, nouveau gardien du HFX Wanderers. Je l'ai bien prononcé, ça, Jason? Oh, ouais. Dans la nouvelle ligue CPL. Jason, merci d'avoir accepté notre invitation. Et, ça fait plaisir. Il n'y a pas grand-chose à faire ces temps-ci, fait que si je peux parler aux jeunes, c'est super. Excellent. On est très heureux d'avoir l'occasion de t'interviewer et mettre en relief ton parcours au bénéfice des membres jeunes et moins jeunes du nouveau club FC Révolution. Nous remercions également les gens qui sont à l'écoute avec nous en ce moment et nous allons tenter de les garder attentifs. Le thème du webinaire avec toi, Jason, pour ce soir, c'est parcours et méthode de travail pour étudiants athlètes. Nous souhaitons également prendre un moment pour que tu nous parles de ton super projet 6 mètres et également du fait que tu as été nommé récemment ambassadeur pour le défi futsal. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement, s'il te plaît? Oui, ça a été annoncé aujourd'hui. Dans le fond, c'est une course virtuelle qui ramasse des fonds pour des jeunes qui voudraient s'inscrire au soccer ou au futsal, les deux sports qu'on fait généralement l'été ou l'hiver, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers de le faire. D'habitude, l'association Défi Futsal ramasse des fonds tout au long de l'année avec plein de tournois. Il y a un tournoi de beach soccer ou des trucs comme ça. Mais là, cette année, c'est impossible. Donc, ils font une course virtuelle. Moi, je me suis inscrit, donc tu payes un petit montant pour faire partie de l'événement. Il va y avoir un classement avec tout le monde, donc on peut se comparer et faire des petites compétitions. Et tu t'inscris avec un groupe. Et si tu t'inscris avec un groupe ou ton club de soccer, il y a une partie des fonds qui vont à ton club. Donc, pour moi c'était intéressant pour les jeunes de se dépasser avec, pour moi, je vais faire le 10 km. Donc, pour moi, c'est un défi. Je n'aurais probablement pas fait si je ne l'avais pas dit que j'allais le faire. Donc, si ça peut être ça pour des jeunes qui disent je vais faire un 3, un 5, un 10, ça leur permet de se garder en forme. Puis pour les clubs, en même temps, ça donne un peu d'argent pour rester la tête hors de l'eau pendant ces temps difficiles. On sait que ça va être difficile pour les clubs. Exact. C'est une super belle cause. Fait qu'on t'appuie comme ambassadeur. Là. On va faire la promotion au niveau de notre club. C'est vraiment sharp. Nous allons présenter également nos directeurs techniques qui sont avec nous ce soir, qui vont s'alterner à te kicker des questions. Ouais. Donc, on a André avec nous. Donc, André avec la coupe de cheveux, on est très jaloux de sa coupe de cheveux en ce moment. Et on a également Khalil, qui a une autre coupe de cheveux, mais qui est plus simple à faire. Salut, Khalil. Salut tout le monde. Bonjour. On supporte local. Exact. Donc, ils vont s'alterner dans les questions. Ils vont te les kicker. Donc, toi, en tant que gardien, tu devrais assurer. On va dire aux gens aussi à la fin, il va y avoir une période de questions qu'on va réserver aux gens. Donc, ne gênez-vous pas. Là, vous pouvez poser des questions, puis il va y avoir une période de questions à la fin, tout simplement. Donc, la parole est à toi, André. C'est à toi. Parfait, merci. Jason, juste pour que les jeunes et les parents aussi te connaissent un peu plus, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Tu as commencé à quel âge? Tu as passé par quel club et quels programmes régionaux, provinciaux? Donc, ton parcours, ça ressemble à quoi? Oui, j'ai commencé à jouer au soccer à 5 ans, un peu comme tout le monde dans ce temps-là à Boisbriand. Donc, j'ai joué au FC Boisbriand toute mon adolescence, ma jeunesse, dans le fond, là, de 5 ans jusqu'à U17. J'étais un membre de Boisbriand. Donc, c'était vraiment des belles années. J'étais un attaquant jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc, je jouais, j'étais pas nécessairement très bon comme attaquant. Je jouais dans les niveaux des 2 ou des 3. Je jouais juste pour le fun. Puis j'avais beaucoup de fun dans ce niveau-là. Puis dans le fond, je suis devenu gardien à 12 ans. Puis c'est là vraiment que je me suis rendu compte que je pouvais être un bon gardien et que j'ai réussi à faire l'équipe 2A de Boisbriand. Donc j'ai joué avec cette équipe-là 2A qui est devenue 3A à Boisbriand. Puis ça a donné qu'on avait une équipe vraiment exceptionnelle. C'est une des meilleures équipes qu'il y a eu au Québec dans le niveau 3A. Donc, on a gagné 3 fois la Ligue élite.
Puis on a gagné plein de tournois. On était en France faire des matchs là-bas. Donc, ça a ouvert beaucoup de portes. Puis ça m'a donné beaucoup de visibilité. Puis c'est les amis que j'ai rencontrés pendant ces années-là, c'est encore mes meilleurs amis aujourd'hui. Je les vois encore souvent. Fait que c'était vraiment des super années. J'ai été refusé aux sport-études la première année que j'ai appliqué. Donc, je suis allé à une autre école à Sainte-Thérèse, à la polyvalente Sainte-Thérèse, où j'ai fait le programme Santé globale, qui était un autre programme de sport, mais qui n'était pas de soccer. Donc, on faisait beaucoup des sports soit du vélo, de la marche en forêt ou des trucs plus, des trucs plus de nature. Puis, je suis vraiment content que ça soit passé comme ça finalement parce que ça m'a ouvert plein de portes sur d'autres sports que j'aime faire. Donc, j'ai apprécié ça. Mais là, en secondaire 2, j'ai été accepté aux sport-études. Donc, j'ai décidé d'y aller. Puis là, c'est là vraiment que j'ai commencé à jouer au soccer tous les jours, à prendre ça plus au sérieux. Pour être invité à 15 ans, Youssef Daha, qui était l'entraîneur des gardiens de l'Impact, il a commencé un genre d'académie de gardiens à Montréal, à l'Impact. Dans le fond, il invitait, je pense que c'était 15 ou 16 gardiens qu'il aimait, personnellement, il aimait au Québec. Donc, il m'a invité. Ça a été un gros choix pour ma famille d'y aller parce que financièrement, c'était beaucoup d'argent qu'ils demandaient pour s'inscrire. Et aussi, c'était à Montréal 2 fois par semaine. Donc, ça voulait dire qu'après le travail, mes 2 parents travaillaient à Montréal. Donc, il arrivait du travail à Montréal dans le trafic, il me prenait dans les Laurentides, on retournait à Montréal et on revenait. Donc, c'était beaucoup de voyagements 2 fois par semaine. Jason, dans ce temps-là, est-ce qu'il y avait le stade Saputo ou c'était pas encore là? Oui, c'était au stade Saputo. Il y a un autre terrain juste à côté du stade qui est comme un terrain de pratique. Donc, on s'entraînait à côté. Le terrain synthétique où Lucam joue, je pense. Exact. Ouais, c'est ce terrain-là. Donc, on s'entraînait là 2 fois par semaine. Donc, c'est quand même beaucoup de voyagements après l'école, après le travail de mes parents, d'y aller le soir. Mais c'est vraiment là que je me suis développé d'un bon gardien, un gardien correct dans le 3. Je n'étais pas le meilleur au Québec, je n'étais pas rien d'exceptionnel à vraiment me développer comme un des bons au Québec, un des bons au Canada. Parce que je m'entraînais avec Youssef Daha, qui pour moi est l'entraîneur qui m'a le plus influencé dans ma vie, c'est sûr, du côté soccer. Donc, c'était pas toujours facile. Des fois, c'était beaucoup de me faire crier dessus, d'avoir des hauts, des bas, de beaucoup de pression, d'aller aux entraînements, d'être stressé, de vraiment vouloir performer. Mais c'est vraiment ça qui m'a fait passer à un autre niveau. J'ai fait 2 ans de ces cours-là. Et à 16 ans, j'ai commencé à m'entraîner avec l'Académie de l'Impact, qui venait d'être créée. Dans le fond, ça venait d'être changé de l'Attaque de Trois-Rivières à l'Académie. Donc, quand j'ai commencé à m'entraîner avec eux, c'était encore du senior. Donc, j'avais 16 ans. J'arrivais là, il y avait des joueurs de 26, 28 ans. Donc, c'était assez intimidant. Encore là, c'était presque pas accessible pour moi de jouer dans ce niveau-là à 16 ans. Mais l'année d'après, ils ont décidé de couper ça à U21, ce qui faisait plus de sens pour une équipe réserve. Puis là, j'ai fait l'équipe à 17 ans, mais je jouais des matchs avec l'Académie et des matchs avec Boisbriand encore. Donc, j'ai joué 5 matchs avec l'Académie. Le reste des matchs, je revenais à Boisbriand. Donc, j'étais comme prêté à Boisbriand. Parce que dans ce temps-là, j'étais 4e gardien de l'Académie. Donc, j'étais encore assez loin dans la hiérarchie où j'étais juste content d'être là. Pour moi, c'était une grosse étape de juste être là. Puis c'est vraiment ma saison U18 que ça l'a débloqué de dire je pourrais devenir professionnel parce que la saison U18 commence, j'étais 4e gardien sur la liste. Le premier gardien qui était Maxime Crépeau s'est blessé à la Coupe du Monde U17 juste quelques mois avant la saison. Donc, lui était out pour toute l'année. Le deuxième gardien, pour des raisons, des problèmes de comportement, il a été kick-out de l'Académie, il a été sorti de l'Académie. Et le troisième gardien, qui était Samuel Dufort, qui est un de mes meilleurs amis avec qui je jouais à Boisbriand. Il y avait des problèmes de dos, quelque chose de mineur au début de l'année. Ouais. Donc, finalement, lui, il ne pouvait pas jouer. Donc, finalement, comme 4e, c'est moi qui ai commencé la saison, ce qui était vraiment improbable avant la saison. Mais finalement, premier match, j'ai très bien fait. Deuxième match, j'ai bien fait. Troisième match, j'ai bien fait. Finalement, j'ai joué tous les matchs de l'année. J'ai gagné MVP de l'équipe cette année-là. Puis j'ai vraiment explosé dans ce contexte-là. J'avais vraiment beaucoup de plaisir de jouer tous les matchs, puis de sentir que j'avais la confiance, puis de gagner en niveau.
Puis le truc, c'est que cette année-là, Youssef avait été descendu dans le fond de l'équipe première à l'académie. Donc, je m'entraînais avec lui à tous les jours. Donc, c'est ça qui a vraiment tout changé de dire, comme je suis devenu un bon gardien, je suis capable de jouer à l'académie, je suis capable de faire des bons matchs, à des bonnes chances que je puisse devenir professionnel avec tout l'entraînement que j'ai eu avec lui. Mais Jason, entre-temps, avant que tu te rendes avec l'Académie de l'Impact et les entraînements structurés, si on recule peut-être 2-3 ans avant, tu as parlé que tu as fait les équipes 3A. Est-ce que tu es passé par les sélections régionales? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se demandent qu'est-ce que je dois faire pour faire les sélections régionales. Puis si jamais je ne les fais pas, est-ce que je peux quand même aller de l'avant dans mon projet de footballeur à ce moment-là? Oui, j'ai fait les sélections pour la sélection régionale. C'est quelque chose de gros quand on a 12-13 ans. Puis j'ai fait l'équipe. Boisbriand, on était clairement la meilleure équipe dans les Laurentides à ce moment-là. Donc, le 3/4 de l'équipe, c'était des joueurs de Boisbriand. Sauf que j'étais deuxième gardien. Donc, ils ont décidé de prendre l'autre gardien de Boisbriand. C'est lui qui jouait les matchs. Et moi, j'étais le deuxième gardien. Donc, j'ai joué 2 matchs au Jeux du Québec, mais c'était 2 matchs qui ne voulaient rien dire, dans le fond. Donc, le coach m'avait pris comme deuxième. Donc, ouais, ça avait été une déception pour moi parce que je sentais qu'à Boisbriand, je jouais mieux que l'autre gardien de Boisbriand. C'est une compétition entre nous deux. Mais le coach a décidé autrement. Puis je ne dis pas qu'il a fait une mauvaise décision ou quoi. Quand on est dedans, on pense toujours qu'on fait mieux qu'on fait. On a toujours une confiance. Mais donc, ça avait été décevant parce que le Jeu du Québec, c'est vraiment le fun à jouer des matchs et de sentir que c'est la plus grosse compétition qu'on a fait à cet âge-là. Donc, j'étais vraiment. C'est une déception. Puis après, vu que je n'ai pas joué au Jeux du Québec, je n'ai pas fait les équipes du Québec cette année-là, c'est sûr, après, en U14. Et finalement, je n'ai jamais fait les équipes du Québec, je n'ai jamais fait l'équipe du Canada. Jamais même été invité à un camp d'équipe du Québec. Donc, c'est des années, c'est des déceptions quand, dans le fond, la moitié de l'équipe de Boisbriand allait à une équipe du Québec. Et moi, j'étais un de ceux des 6-8 qui restaient et on s'entraînait à Boisbriand, mais on sentait qu'on était un peu les exclus de l'équipe. On était les 6-8 qui en général, ne jouaient pas, étaient sur le banc. On ne se faisait pas prendre pour l'équipe du Québec. Donc ça, c'était toujours une déception. Ça a toujours été un objectif pour moi de montrer que je pouvais faire ce niveau-là, ce qui est pas arrivé encore. Mais je pense que il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, puis c'est pas nécessairement juste les performances qui comptent dans ce monde-là. Fait que le conseil que je donnerais pour des jeunes qui ne se font pas prendre, je dis toujours, le niveau qu'on a à 12, 13, 14 ans, ça n'a aucun lien avec le niveau qu'on va avoir à 18 ans. J'ai vu tellement les joueurs qui étaient les meilleurs à 12, 13 ans, il n'y en a aucun qui joue professionnel aujourd'hui. L'équipe 2A que j'ai faite à 12 ans, que c'est ma première année que j'étais gardien, j'étais peut-être le moins bon joueur de l'équipe à ce moment-là. De cette équipe-là, il n'y en a aucun autre qui est professionnel aujourd'hui. Fait que c'est le niveau qu'on a quand on est très jeune. Si on arrête de travailler ou qu'on travaille moins, c'est sûr que tu n'atteindras pas le niveau professionnel. Puis au contraire, si tu es un des moins bons ou que tu ne joues pas autant que tu voudrais, mais que tu continues à travailler, c'est très possible de faire une carrière. Samuel Piette, c'est un peu la même chose. Il a été coupé de son équipe 2A à Repentigny. Puis lui aussi, ça a été assez long avant qu'il devienne un bon joueur au Québec. Donc, le niveau qu'on a à 11, 12, 13 ans, ça n'a aucun lien si on va devenir professionnel ou non. C'est juste pour continuer à travailler. Parfait. Écoute, tu as aussi réussi à jouer en Division 1 aux États-Unis avec New Mexique. Comment que tu as abouti là? C'est ça. Dans le fond, après ma saison U18 que j'ai vraiment explosé, que à la fin de l'année, il y avait on savait que l'Impact voulait signer un gardien de l'académie. Puis j'avais vu quelques articles, quelques discussions qui disaient que c'était entre moi et Maxime Crépeau. Et c'était entre Maxime, qui a toujours été le meilleur gardien au Canada, qui était le premier de l'équipe du Québec, qui était comme la star de l'équipe du Québec, mais qui a été blessé pendant 1 an avant. Ou moi, que j'arrive un peu de nulle part, mais que j'ai fait une saison exceptionnelle. Finalement, ils ont décidé de signer Maxime, ce qui était probablement la bonne décision à ce moment-là, parce que Max, c'est vraiment un gardien exceptionnel. Puis dans ce temps-là, c'était clairement le meilleur gardien au Canada. Moi, je sentais que j'avais encore des preuves à faire, mais je me disais, si j'étais dans ces discussions-là et que lui a signé,
Quand on s'entraîne, je ne vois pas vraiment de différence entre moi et lui à ce moment-là, à 18 ans. Si lui est signe, moi aussi, je suis capable. Donc, c'est vraiment à 18 ans que je me suis dit que je voulais devenir professionnel, ce qui est vraiment tard, tu vois, pour dire je veux devenir professionnel. Avant ça, je jouais juste pour gagner les matchs, à la compétition, de gagner la ligue. Mais je ne jouais pas nécessairement en me disant si je joue bien, quelqu'un va me voir, si j'ai des bonnes stats, si je vais monter au prochain niveau. Je jouais vraiment pour le plaisir. Mais c'est vraiment juste à 18 ans que je me suis dit OK, là, je vais jouer pour signer dans les prochaines années. Sauf qu'à l'Impact, c'était clair qu'il n'allait pas signer deux gardiens de 18-19 ans. Donc, j'ai fait quand même mon année U19 à l'Impact. J'ai joué plusieurs à l'Académie. J'ai joué plusieurs matchs, mais c'était pas pareil en sachant que je ne pouvais pas vraiment signer. Puis de toute façon, il y avait beaucoup de changements cette année-là. C'est la création du FC Montréal l'année d'après. Puis on n'avait pas vraiment de ligue. C'était comme un entre-deux entre jouer dans la Ligue canadienne et jouer dans la USL. Donc, c'est pas une belle année, l'année U19. Puis je me suis rendu compte que c'est sûr, j'allais pas signer. Donc, je cherchais un peu c'était quoi la prochaine étape. Pour moi, l'école, c'était vraiment, c'est encore important. Ça a toujours été important. Puis, tu sais, quand tu signes en USL, disons avec l'FC Montréal, aller à l'école, c'est vraiment difficile. Là. Tu peux prendre 1-2 cours universitaires, mais ça va prendre tellement longtemps à faire l'université que moi, c'était pas quelque chose qui me tentait nécessairement de faire ça. Donc, j'en ai parlé à du monde, puis c'est un prof de cégep qui m'a parlé de la NCAA. Lui avait fait de l'athlétisme dans la ligue. Fait qu'il m'a dit, tu sais, les États-Unis, c'est la seule place au monde où tu peux faire du sport et les études en même temps au plus haut niveau. C'est les études du plus haut niveau, tu sais, les universités américaines ont des bonnes réputations, mais aussi les meilleurs athlètes vont dans les universités aux États-Unis. C'est la seule place dans le monde où ça se fait vraiment. Donc, lui, il m'a dit, tu sais, si tu aimes l'école et que tu veux continuer à jouer à un bon niveau, c'est vraiment une bonne solution pour toi. Donc j'ai regardé un peu c'était quoi comment ça fonctionnait parce que je connaissais rien de ça. Il n'y avait pas vraiment de Québécois qui étaient là avant. Et la façon que je l'ai fait, je ne conseille pas vraiment à tout le monde de le faire comme ça, mais la façon que je l'ai fait, j'ai fait une vidéo avec 2 matchs que j'avais filmés à l'Impact. J'ai fait une vidéo highlights et je suis allé au parc, puis j'ai filmé avec des amis qui prenaient des tirs sur moi, puis on fait des matchs, puis j'avais un highlight au parc. Maintenant, quand j'y pense ou quand je regarde mon vidéo, je trouve ça un peu amateur, mais tu sais, ça a fonctionné. Puis je le faisais moi-même, j'allais au cégep dans les locaux de art dramatique ou les locaux où ils font la programmation, puis je faisais mon vidéo là avec leur logiciel. Donc, j'ai fait mon vidéo, j'ai fait une lettre. Je l'ai envoyé au top 60 équipes de la NCAA. Je suis vraiment allé sur le site de NCAA, j'ai vu la liste, puis j'ai copié-collé toutes les écoles. Je suis allé sur leur site, j'ai regardé c'était qui les coachs. Donc, j'avais 2 emails par école. J'ai envoyé un gros email de 120 personnes. Puis j'ai reçu, on va dire, 30 réponses sur les 120. Donc, ça a été vraiment bon de faire ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts de faire la vidéo. Puis j'ai tout fait moi-même. Aujourd'hui, il y a vraiment des solutions plus faciles. Là. Il y a des compagnies qui le font pour toi ou qui te donnent des conseils, qui ont déjà des contacts. Donc, ça, c'est plus facile de faire de cette façon-là. Puis, dans le fond, j'ai eu quelques réponses. J'ai été visiter Connecticut, que je n'ai pas vraiment apprécié. J'ai été visiter VCU, qui est en Virginie. Que j'ai vraiment aimé l'école, j'ai aimé la visite, mais il n'y avait pas le programme scolaire que je voulais faire. Il n'y avait pas le génie civil dans quoi je voulais étudier. Donc, ça, c'était vraiment un gros moins. Puis New Mexico sont arrivés vraiment tard parce que cette année-là, ils ont fait le Final Four, ce qui est les demi-finales de toute la ligue. Donc, quand tu es encore dans les playoffs, mais tu t'occupes moins de ton recrutement. Ouais. Donc, c'est vraiment la fin vers le mois de février de cette année-là qui m'ont contacté. Puis c'est là que je suis allé visiter. J'ai tombé en amour avec le campus. C'est vraiment incroyable. Je connaissais rien de New Mexico. Je suis allé à l'University of New Mexico, puis je connaissais rien. Je ne savais pas vraiment que ça existait. Littéralement, quand j'ai reçu leur email, j'ai googlé c'était où New Mexico. Donc, je suis allé visiter. Les écoles ont le droit de donner 5 visites gratuites à tous les athlètes. Donc, tu vas là-bas, tout est payé pour la visite, puis tu as le droit de visiter les installations.
Puis je suis vraiment tombé en amour avec le campus, le coach, la philosophie. Puis en plus, il avait fait le Final Four l'année d'avant. Fait que pour moi, dans ma tête, c'est une équipe top 5 aux États-Unis. Donc, il n'y avait pas vraiment d'hésitation à aller là. Puis ça a été la bonne décision. Là. Ça a été vraiment 4 années que, en plus de jouer à un soccer de très haut niveau, j'ai mon bac universitaire, puis j'ai vécu des expériences incroyables. J'ai vécu dans le Southwest pendant 4 ans, fait que j'ai pu visiter une région du monde que j'aurais sûrement jamais visité sinon. Fait que ça, c'était vraiment exceptionnel. Puis en plus, à la fin de mes études, j'ai reçu un appel de l'Impact qui m'ont dit on voudrait te ramener comme joueur formé au club. Fait que tout s'est bien passé. Dans le fond, moi, ça a été le chemin parfait. Même si ce n'était pas prévu, quelques mois avant de partir, ce n'était pas prévu, mais ça s'est fait vite et tout a bien fonctionné. Parfait. Jason, c'est vraiment impressionnant votre parcours. Mais justement, pendant ce parcours-là, certainement, il y a eu des moments vraiment difficiles. Donc, toujours des hauts, des bas pour n'importe quel athlète. Vous, quel est le moment qui était vraiment le plus difficile pour vous et comment vous en êtes sorti? Un moment qui a été difficile, c'est quand je suis arrivé à l'université, justement. Dans le fond, j'arrivais en tant que recrue, comme un joueur de première année. Et il y avait déjà un gardien qui était à sa 5e année. Donc, c'était un plus vieux qui était déjà dans la gang, que les coéquipiers, c'est ses amis. Puis moi, j'arrivais comme le plus jeune. Puis je sentais que j'étais un meilleur gardien que lui. Mais lui, il était plus vieux, il était plus déjà dans le système. Puis à l'université, ils mettent beaucoup d'importance sur faire jouer les plus vieux, faire jouer les joueurs de dernière année. Donc, je suis arrivé là-bas comme je pensais que j'arrivais comme une star parce que j'arrivais de l'Académie de l'Impact, puis j'avais fait une grosse année, puis beaucoup de joueurs là-bas, ils n'arrivent pas d'académie, justement, ils arrivent de plus petits clubs. Je suis arrivé là-bas, puis ils m'ont dit on a déjà notre gardien, donc tu vas être 2e cette année, mais sois prêt si quelque chose arrive. Mais évidemment, comme j'étais vraiment déçu de ça, de venir à l'autre bout du monde pour ne pas jouer de match. Honnêtement, les 3-4 premiers mois à l'université ont été amusants parce que c'était toutes des nouvelles expériences, mais aussi assez décevantes d'être loin de la maison pour la première fois et de ne pas jouer les matchs, de sentir que peut-être c'était une erreur de partir comme ça. Mais finalement, qu'est-ce qui a bien tombé dans mon cas, c'est que le gardien a pris un carton rouge au 2e match de la saison. Et donc, je suis embarqué, j'ai joué je pense que c'était 6 dernières minutes de ce match-là. Et 2 jours après, on jouait encore à la maison contre UCLA, qui est une des plus grosses écoles aux États-Unis, à Los Angeles, qui était numéro 1 aux États-Unis à ce moment-là. Donc, on jouait contre numéro 1 à la maison. C'était moi qui faisais mon premier match. Donc, ça a été vraiment une opportunité incroyable. Il y avait 6000 personnes qui sont venues au match, puis c'était vraiment un bon match. On a fini par perdre ce match-là 2-1, mais j'ai vraiment eu une bonne performance dans le match. Donc, ils m'ont remis pour le 3e match de la saison, pour le 4e match de la saison et pour l'autre d'après. Et j'ai fait 2 blanchissages de suite. Donc, j'ai fait un peu ma place de dire, OK, peut-être que ce serait mieux si Jason était gardien. Sauf qu'encore là, la mentalité de la NCAA de dire on fait jouer les plus vieux, donc il ramenait le plus vieux. Ouais. Il n'y avait vraiment pas une bonne saison, donc il y avait des mauvaises performances. Il me ramenait moi, je jouais 1, 2, 3 matchs. Dès qu'on perdait un match, il me ramenait l'autre. Donc, c'était pas une bonne saison. Je pense que pour les gardiens, la meilleure façon de les gérer, c'est d'en choisir un, puis d'y aller avec un parce qu'il faut qu'il y ait de la confiance, puis qu'on ne sente pas qu'à chaque erreur, on peut peut-être pas jouer le prochain match. Ouais. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Là, mais cette année-là, ça n'a pas été vraiment bon pour nous deux. Puis c'était dur de sentir que je jouais bien, mais qu'il revenait quand même avec lui, puis que je ne jouais pas les matchs. Donc, cette année-là, honnêtement, mes 6 premiers mois, là, ça n'a pas été facile, mais j'ai quand même fait ma place comme gardien d'avenir du programme. Puis dès la 2e année, j'ai joué tous les matchs après ça. Mais c'est ça, le message vraiment à nos jeunes, c'est savoir quand on vit un moment très difficile, il faut toujours continuer à ne rien lâcher, puis tu auras ta chance à un moment donné. En fait, que c'est vraiment un bon point. Là, je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à ton parcours au FC Boisbriand, un club qui me tient vraiment à cœur. Ouais. Quel est vraiment ton plus beau souvenir? Je dirais les tournois qu'on jouait, entre 12 ans et 14 ans, on a joué beaucoup de tournois. On jouait comme 10 tournois par année, je pense. Donc, puis on en a gagné
quand je suis arrivé, je ne me rappelle pas des chiffres exactement, mais je pense que l'équipe avait gagné 7 tournois de suite, puis on s'est rendu jusqu'à 13 ou 14 tournois de suite qu'on a gagné première place. Donc, de jouer ces tournois-là, d'aller dans une autre ville, soit que c'était le tournoi de Granby, on est allé jouer un tournoi à Toronto. Ces expériences-là, c'était vraiment exceptionnel avec l'équipe qui, à cet âge-là, c'était encore la gang de Boisbriand. Donc, c'était pas mal tous des joueurs de Boisbriand ou des villes autour. Puis c'était vraiment une belle gang qu'on avait vraiment du plaisir à jouer ensemble. Puis en plus, quand tu gagnes, c'est toujours plus fun. Donc, ces moments-là, on ne va jamais les oublier. Puis, je vois encore des photos aujourd'hui. Puis, la plupart des gars qui sont sur la photo, c'est encore mes meilleurs amis. Fait que ça prouve juste les moments qu'on a vécu, comment ça nous a rapprochés. Ouais. Good. Merci, Khalid. Jason, on a dit au début qu'on allait faire une période à la fin, mais finalement, on a déjà des questions. Fait qu'on va te poser des questions du public. On a ici Sébastien Laplante qui a une question pour toi. Donc, c'est une pause d'eau en même temps pour toi. Avec ton expérience, encourages-tu un jeune U10 de jouer avec 2 clubs, été et hiver, le Révolution FC et la Pré-Académie de l'Impact, où ça fait trop pour un aussi jeune joueur? Mon garçon a été sélectionné pour une équipe d'expérience Europe, mais comme parent, j'hésite par la suite dû à son jeune âge. Oui, mais c'est vraiment une bonne question qui commence à être d'actualité avec l'Académie qui commence maintenant à 7 ans. Donc, c'est possible de jouer à l'Impact à 7 ans. Je pense que pour les 3-4 premières années, c'est juste des joueurs locaux, donc des joueurs autour du stade qui peuvent s'inscrire. Mais c'est vrai que de faire venir un joueur des Laurentides à 10 ans, c'est un très gros sacrifice pour la famille et pour le jeune de faire autant de déplacements. C'est vraiment dur à dire dans le sens que je ne me considère pas comme je ne suis pas responsable de développement de joueurs un peu comme vous. Là. Je ne l'ai jamais fait et je n'ai pas d'expérience là-dedans. Mais mon conseil là-dedans, c'est qu'il faut que le joueur ait du plaisir quand il joue. Si à 10 ans, c'est une tâche d'aller à Montréal et qu'il se dit « Ah non, mais ça va valoir la peine dans 8 ans quand je vais jouer pro », ça ne va pas fonctionner. Aucune chance que ça fonctionne. C'est trop long. Il va trop avoir des hauts et des bas. Les bas vont être beaucoup trop bas pour justifier ces sacrifices-là. Donc, si le joueur il trippe et qu'il adore aller à ces entraînements-là et qu'il veut vraiment y aller et qu'il a du plaisir, je dis pourquoi pas. Mais si ça devient une tâche, je pense que c'est mieux d'avoir du plaisir et de jouer à un niveau qui est peut-être plus bas, mais de s'amuser en jouant. Jusqu'à 14-15 ans, là, je pense que mettre le plaisir en premier, c'est ça qu'il faut pour avoir des joueurs qui essaient des choses, des joueurs relâchés et qui ne lâchent pas, rendus à 15-16 ans quand ils commencent à avoir d'autres choses intéressantes dans la vie, tu sais, qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Souvent, ceux qui sont trop poussés, trop jeunes, ils vont vers d'autres choses. Ils se disent « Ah, j'ai pas vécu ma jeunesse. » Fait que je pense, en tout cas, moi, mon expérience, j'ai joué pour le plaisir toute mon enfance, puis je pense que ça m'a servi de beaucoup de façons. Fait que ce serait mon conseil. Excellent. Fait que Sébastien Laplante te remercie. On va enchaîner avec André, puis on va continuer comme ça à intégrer des questions du public également. Fait que c'est à toi, André. Oui, bien, Jason, la question qu'on avait, c'est on se demandait comment tu as pu réussir à concilier soccer au niveau, les études, ta vie personnelle, comment que tu fais pour gérer tout ça? Oui, bien, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie et que j'ai toujours aimé. Là. Moi, je n'ai jamais mis le soccer ou les études un devant l'autre. Souvent, le monde me dit tu joues, mais au moins tu as un plan B. T'sais. Mais les études, ça n'a jamais été un plan B pour moi. Je le faisais 100% études et 100% soccer en même temps. C'est juste des temps différents de la journée. Donc, le matin, c'était soccer, puis l'après-midi, c'était l'école. Donc, pour moi, c'était naturel de faire ça. J'ai jamais prévu lâcher l'école avant l'université. Donc, ça a toujours été naturel. Évidemment, ça prend la gestion de temps. C'est sûr qu'il y a certains sacrifices qu'il faut faire. Il faut couper à quelque part parce qu'on a tout le monde à 24 heures dans la journée. Donc, c'est sûr qu'il y a des fois que, je ne sais pas, mais des amis partaient faire une activité un week-end, mais que moi, j'avais un match. Donc, il fallait jouer mon match. Puis que la semaine, je ne sais pas, ils jouaient à Call of Duty jusqu'à 6 heures du matin. Puis moi, il fallait que je fasse des devoirs. Puis le lendemain, j'avais une pratique, donc je ne pouvais pas. Donc, c'est des petits trucs comme ça, mais pour moi, c'était vraiment pas des sacrifices. C'est des petits trucs. Je ne sens pas que j'ai rien manqué de gros par rapport à faire les études et soccer en même temps. Mais il y a quand même des petits moments où c'est tentant de faire d'autres choses puis qu'il faut quand même être concentré puis faire les bonnes choses. Mais
À la limite, moi, c'était plus important pour moi d'être bon à l'école que de jouer au soccer jusqu'à l'âge de 19, 20, 21 ans. Donc, je faisais les deux à 100% dans le fond. Écoute, Jason, j'ai peut-être une question avant que je passe la parole à Khalil. Quand tu avais peut-être de 11 à 15 ans, là, combien de fois par semaine tu étais dehors en train de pratiquer tes mouvements de gardien de but? Parce que là, je sais que tu étais joueur avant, mais une fois que tu savais que tu voulais devenir gardien de but, combien de fois par semaine tu étais dehors avec tes prises de balles, puis combien de fois tes répétitions, ça ressemblait à quoi par une semaine? Ben, honnêtement, pas beaucoup, parce que le club de Boisbriand dans ce temps-là n'avait pas vraiment d'offre pour les gardiens de but. Il y avait une fois de temps en temps, ils annonçaient un nouveau programme de gardien, puis là, il y a un coach qui venait pour 10 séances pendant l'été, puis c'était une fois par semaine pour 20 gardiens. Donc, c'était souvent ça l'offre qui faisait que je m'entraînais une fois par semaine avec un entraîneur gardien. Puis c'est encore une blague aujourd'hui avec mes amis parce que dans ce temps-là, même quand j'étais, disons, U15-3A, c'était le même entraîneur de gardien pour tout le club. Donc, je m'entraînais avec une petite fille de 7 ans à côté. Puis c'est Samuel Leblanc, sa petite sœur était gardienne, puis je m'entraînais avec sa petite sœur. Donc, lui me mettait d'en face un peu, comme c'est encore une blague aujourd'hui. Donc, c'est assez ridicule comment c'était fait, dans le fond, l'entraînement gardien. Donc, pour moi, j'ai pas pratiqué beaucoup de spécifiques gardiens, à part au sport-études où il y avait Youssef ou un autre entraîneur qui venait une fois ou 2 semaines, une fois par semaine. Donc, bien honnêtement, pas beaucoup. C'est pour ça que je dis jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais un gardien correct dans le 3A. J'avais un talent parce que j'étais capable de jouer 3A, mais je n'étais pas une star dans cette ligue-là. C'est vraiment à 15 ans, quand j'ai commencé à m'entraîner avec Youssef régulièrement, 2 fois par semaine, que là, ça a vraiment explosé ma technique. Youssef avait tellement une vision claire d'un gardien de but, puis tout est calculé, tout est exactement comme lui il l'a inventé, dans le fond, sa technique presque. Donc, il veut exactement que ce soit ça la technique, puis de la façon que c'est tellement clair, ben, c'est facile à assimiler. Puis c'est vraiment facile de voir quel gardien a été coaché par Youssef, que ce soit moi ou Maxime Crépeau ou Samuel Dufort, qu'on a été élevés avec Youssef, ben, on a tellement des styles similaires. Donc, mais pour répondre à ta question, il n'y avait pas grand-chose pour les gardiens dans ce temps-là. Puis c'est un peu pour ça que je pense pour un Québécois, c'est à peu près impossible de rejoindre le niveau de jouer pour le Real Madrid, par exemple, ou jouer pour Manchester United. C'est même pas quelque chose qu'on pense qui est atteignable ou possible, parce que pendant qu'au Québec, on fait un entraînement par semaine de gardien avec une petite fille de 7 ans, quand tu es un joueur de U15-3A, ben, il y en a d'autres qui s'entraînent à tous les jours à Madrid. Donc, la compétition n'est pas la même. Puis je pense qu'on va en parler plus tard, mais c'est un peu pour ça que j'ai parti la compagnie 6 mètres, qui est mon projet des 2 dernières années, puis qui aide les entraîneurs à mieux intégrer leur entraînement gardien. Parfait. Donc, on a compris que Youssef a eu vraiment un impact incroyable dans ta carrière. J'avais une question pour les entraîneurs de gardiens de but, mais là, je vais la modifier un peu. Je voulais savoir quel type d'entraîneur. Tu en as connu quand même d'autres, que ce soit à l'Impact avec le Français, que j'ai oublié son nom. Exactement. Puis aux États-Unis. Quel type d'entraîneur de gardien préfères-tu? Ben, ça dépend des âges, ça. Je parle en ce moment, par exemple, maintenant en tant que joueur professionnel. Exact, mais disons, avoir Youssef maintenant, il ne pourrait pas me coacher de la même façon qu'il me coachait quand j'avais 15-16 ans, où c'était vraiment me crier dessus, me pousser au maximum, de me faire... Tu sais, aujourd'hui, je m'entraîne avec d'autres, que ce soit à l'université ou à Halifax, je m'entraîne avec d'autres gardiens, puis il dit « c'est difficile l'entraînement », puis je trouve qu'on fait rien. Tu sais, je trouve que c'est vraiment facile parce que j'ai le standard de m'entraîner avec Youssef où on se fait démolir toute la séance. Si on pratique les relances, les volets, disons, on va le faire pendant 1h30, juste faire ça. Puis, ce serait facile pour des jeunes de 15 ans, pendant 1h30, là, à la fin, tu dis « c'est plate, je veux faire d'autres choses », tu commences à être moins concentré. Mais juste la présence de Youssef, comment que lui gérait son groupe, on le faisait à fond pendant toutes ces heures-là. Puis ça faisait vraiment une différence. Puis c'est à la limite un entraîneur qui me faisait peur un peu quand je m'entraînais, mais qui était utile
dans ces années-là. Puis plus tard, quand j'ai eu 18 ans, puis je pouvais un peu plus comprendre, il m'a dit, moi, je crie beaucoup, puis je mets beaucoup de pression, mais le jour où je vais arrêter de te crier dessus, c'est le jour où je ne crois plus en toi. C'est la seule raison pourquoi il me crie dessus, c'est parce qu'il pense que je peux aller plus haut, qu'il pense que je peux m'améliorer, puis il pense que j'ai un potentiel. Sinon, il ne mettrait pas d'effort en moi. T'sais. Donc, c'est presque un compliment se faire crier dessus. Donc, c'était un peu méthode à l'ancienne, mais qui a vraiment fonctionné pour moi. Mais là, une fois que tu arrives dans les niveaux professionnels ou quand tu es professionnel, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Tu sais que tu as besoin de quelqu'un qui te pousse un petit peu, mais pas autant que quand tu as 14, 15, 16 ans. C'est bien que tu as appris les choses comme ça parce que plusieurs athlètes, des fois, n'acceptent pas ce genre de management, on va dire, mais c'est vraiment bien, c'est tout à ton honneur, Jason. L'autre question que j'ai, c'est vraiment la différence entre le profil d'un joueur québécois versus un joueur canadien, que ce soit de Toronto ou autre. Quelle est la différence d'après toi? Là, on parle vraiment globalement, que ce soit pour les gardiens de but ou même les joueurs de champ aussi. Ouais, honnêtement, je n'ai pas vraiment d'opinion sur la question. J'ai joué avec plusieurs joueurs canadiens, que ce soit à l'université ou même à l'Impact. Il y avait, par exemple, Shamet Chong qui vient de Edmonton. Ouais. Donc, c'est des joueurs canadiens, mais je ne vois pas vraiment une différence nécessairement claire. Parfait. Alors, je vais la modifier par rapport aux États-Unis, par exemple. Oui, ben, la mentalité des États-Unis crée des joueurs complètement différents. Ça, c'est vrai. Parce que souvent, on compare, disons, l'équipe de l'Ontario contre l'équipe du Québec, puis on dit qu'il y a des styles complètement différents. Moi, je n'ai pas vraiment vécu ça du fait que je n'étais pas avec l'équipe du Québec. Ouais. Donc, je n'ai pas vraiment vécu ça. Mais quand je suis allé à l'université, c'était quand même assez choquant la différence de mentalité, dans le sens que j'arrivais d'une académie où on encourage les jeunes à jouer, on encourage les jeunes à prendre des risques, on encourage à essayer de jouer de derrière, de créer des joueurs techniques qui peuvent jouer en MLS. Aux États-Unis, on ne prend aucun risque. C'est pas fair de dire les États-Unis, c'est la NCAA en tant que telle. Où j'ai commencé à essayer de faire des clips sur mes défenseurs latéraux pour relancer l'attaque. Puis même si ça fonctionnait, l'entraîneur me criait dessus et me disait on fait pas ça. Parce qu'ils ont peur que les joueurs, les défenseurs latéraux, n'aient pas la technique pour bien faire ça, puis ils vont faire une erreur éventuellement, puis ils vont avoir un but. Puis bien honnêtement, la NCAA, c'est une bonne ligue, mais c'est quand même beaucoup en dessous de la MLS, beaucoup en dessous de la USL. Et il y a très peu de joueurs dans la NCAA qui peuvent battre un bloc de 4 joueurs et marquer. Donc, la stratégie de beaucoup d'équipes, si on a un bloc de 4 joueurs, peut-être même 6 avec des milieux défensifs, et qu'on ne fait pas d'erreur, qu'on ne fait pas de mauvaise passe, qu'on joue vers l'avant, on ne va pas se faire marquer. Puis honnêtement, ça fonctionne vraiment bien. Les équipes qui gagnent à chaque année, c'est des équipes qui jouent direct, qui ont des défenses très solides. Stanford qui a gagné 3 fois de suite quand moi j'étais là, il y avait pas des bons joueurs, pour être honnête. Là. À part Jordan Morris qui joue maintenant, il n'y en a aucun autre, je pense, de cette équipe-là qui joue à MLS parce que la force, c'était qu'il était tellement solide défensivement qu'on envoyait les ballons devant, puis ils en marquaient 1 ou 2 parce que ça arrive qu'il y ait des erreurs, mais eux, ils n'en faisaient pas des erreurs. Donc, c'était vraiment un choc de mentalité de dire je ne peux plus essayer des choses. Dès que j'ai un ballon, je ne peux plus jouer les défenseurs, il faut que je joue à la limite les milieux ou l'attaquant. Donc, c'était. Au départ, on a eu des conflits là-dedans. Je n'étais pas nécessairement d'accord, mais que j'ai compris que dans cette ligue-là, c'était la bonne chose à faire, honnêtement. Puis ça se voit un peu le genre de joueurs que ça crée dans la MLS. Ça crée des joueurs solides défensivement, qui sont physiques pour la plupart, qui courent vite, qui sont des joueurs très physiques. Ça ne crée pas vraiment des joueurs techniques. Est-ce que c'est la bonne chose ou non? On semble dire que non, vu que ça s'en va vers les académies plus que vers la NCAA. Ouais. Mais ça a créé beaucoup de joueurs à MLS pour plusieurs années. C'est juste vraiment différent de ce qu'on fait au Québec. Merci, Jason. Merci, Khalil. Jason, tu es très généreux dans tes réponses et on a plusieurs questions du public. Donc, on va enchaîner avec une question de Pascal Potvin. Avec Jérémy, un gardien du club FC Révolution qui a énormément de potentiel. Donc, la question va comme suit. Peu importe le niveau que tu as joué, il est sûrement arrivé de voir ton équipe s'effondrer devant toi en cours de match. Dans une situation comme ça, comment fais-tu
pour rester fort et concentré? Et que fais-tu pour essayer de réveiller tes coéquipiers? Oui, mais c'est vraiment une bonne question qu'il pose parce que oui, c'est arrivé, c'est déjà arrivé. Le match qui me vient en tête avec cette question-là, c'est un match à l'université qu'on a perdu 4-0 en Floride. Et c'est dur tu fais marquer le premier but, c'est décevant, tu fais marquer le deuxième but et après, tu te rends compte que le match est hors de portée, que sûrement qu'on ne va pas gagner ce match-là. Mais moi, en tant que gardien, je pense que la responsabilité, c'est de garder justement les exigences des joueurs hautes. Donc, en tant que gardien, tu as le droit de leur crier dessus, tu as le droit de garder l'énergie haute et tu es le joueur qui est en principe le moins fatigué sur le terrain. Donc, si tu perds 2-0 et que tu sens que tu vas perdre et que tu perds 3-0 et que tu es fatigué, ça va être beaucoup plus dur de faire l'effort. Tandis que comme gardien, tu ne devrais pas être fatigué. Donc, c'est facile pour toi de dire aux autres, continuez à avoir les mêmes exigences. Évidemment, c'est difficile et ça prend un certain statut dans l'équipe pour faire ça. Donc, pour demander ça des autres joueurs, il faut qu'ils t'aient vu travailler avant. Il faut que pendant les entraînements, qu'ils t'aient vu te donner à fond, qu'ils t'aient vu être un leader autant sur le terrain en donnant à fond que dans la vie en faisant les bons choix. Donc, il faut que tu aies fait ça pour pouvoir leur demander. Si tu es quelqu'un qui tourne les coins ronds ou qui triche, ça va être très difficile de demander ça à tes coéquipiers après. Donc, je pense que la première étape, c'est de tout bien faire avant pour que quand ça arrive, tu sois justement un dessus de l'équipe qui a le droit de dire on ne lâche pas puis on continue. Fait que Jérémy te remercie et son père Pascal Potvin également. André, c'est à toi maintenant. En fait, Jason, j'avais une question. Tu as fait un passage avec le Fury d'Ottawa. Oui. Comment ça s'est passé, tout ça, ce transfert-là? En fait, c'est plus un prêt, mais toi, comment tu l'as vécu aussi en tant que joueur? Là, tu t'en vas avec un autre club, une autre organisation. Comment tu perçois tout ça? Oui, c'était vraiment c'était l'année passée, ça, puis c'était vraiment une année décevante. C'était vraiment la pire année de soccer que j'ai eue à date parce que après ma première année à l'Impact, évidemment, je n'ai pas joué de match et j'étais content d'avoir fait une bonne année. J'ai senti que j'ai bien performé. J'ai senti que j'avais une bonne attitude avec les entraîneurs qui étaient dans le temps Rémi Garde, Joël Batz et ce staff-là. Ils m'appréciaient beaucoup leur groupe, mais je sentais que je n'allais pas jouer. Donc, on a eu un meeting à la fin de l'année, comme il y a tous les joueurs. Puis je leur ai dit clairement, j'ai vraiment apprécié mon année, je me suis beaucoup amélioré, mais à mon âge, je sens qu'il faut que j'aille jouer des matchs. Donc, ils étaient vraiment d'accord avec ça. Mais ils voulaient me garder dans le club, donc ils m'ont dit OK, on va prendre ton option pour l'année prochaine, mais on va te prêter à Ottawa, qui était la meilleure solution pour moi. Maxime Crépeau avait fait ça l'année d'avant et ça l'a vraiment porté fruit pour lui. Donc, tout était fait. J'allais à Ottawa au début de l'année. Et le 31 janvier, donc juste avant le début des camps, j'ai dû me faire opérer au genou. C'était même pas une blessure sur le terrain, c'était vraiment quelque chose que j'avais dans le genou depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années, mais qui me dérangeait depuis plusieurs mois. Et les docteurs ont décidé qu'il fallait faire une opération, là, il me fallait une opération éventuellement, mais que c'était mieux de le faire tout de suite. Donc, je suis allé avec l'opération. Donc, ça a été vraiment décevant. Ça m'a fait manquer 7 mois sur le terrain. Et quand je suis revenu, je me suis entraîné quelques semaines avec l'Impact. Et après, on a décidé que c'était mieux pour moi d'aller à Ottawa où j'allais avoir un plus gros statut dans l'équipe, où j'allais. C'est un niveau où j'allais plus pouvoir pousser et avoir plus de répétitions, et peut-être même jouer des matchs. Mais quand je suis arrivé là-bas, ça a été une mauvaise expérience, honnêtement, là, que je suis arrivé là-bas, l'entraîneur, il ne savait pas trop qui j'étais ou pourquoi j'étais là. Lui, il était content de son gardien. Donc, moi c'était plus le directeur général qui m'avait amené, mais qui n'avait pas vraiment communiqué ça à son entraîneur. Donc, il y avait eu un manque de communication qui a fait qu'il y avait une tension entre moi et l'entraîneur, puis je ne sentais pas que j'étais à la bonne place. Donc, je suis resté là pendant 5 semaines. Évidemment, je venais de commencer à m'entraîner après être 7 mois off. Donc, au début, je n'avais pas la prétention de dire que j'étais meilleur que le gardien qui venait de jouer 6 mois de match à toutes les semaines. Mais après 5 semaines, je sentais que j'approchais un niveau où je pouvais challenger et je me suis cassé le doigt.
Donc, ça a été une autre grosse déception. On a décidé que c'était mieux pour moi de juste retourner à Montréal. Fait que finalement, j'ai juste passé 5 ou 6 semaines à Ottawa. Ça a été très décevant, mais ça m'a permis de voir un peu c'était quoi la USL, c'était quoi les conditions dans un club USL, puis c'était quoi le niveau. Puis honnêtement, j'ai été vraiment impressionné par le niveau. Mais ça a quand même affecté mon choix cette année entre jouer à USL et jouer en CPL, qui étaient mes deux options principales. Et j'ai décidé que CPL, c'était plus excitant pour moi. La USL, je ne sais pas pourquoi vraiment, je n'ai pas vraiment d'explication, mais ce n'était pas une ligue qui m'excitait tant que ça. Jason, avant d'enchaîner avec Khalil, on y va encore avec une autre question de notre public en feu en ce moment. Donc, Émilie Laverdière, sa fille Mégane, la question de Mégane. En tant que gardienne de but, penses-tu que la grandeur a de l'importance? C'est plate, mais oui. C'est un gros avantage. Je m'y connais beaucoup plus au niveau masculin, là, mais pour jouer professionnel niveau masculin, il faut au moins être 10 pieds dans les conditions d'aujourd'hui. Puis je dis ça, c'est pas nécessairement par opinion, mais plus par le fait qu'il n'y a aucun gardien de moins de 10 pieds professionnel, en tout cas que moi je connaisse. Donc, en bas de 10 pieds, ça va être très difficile. Au niveau féminin, je m'y connais moins, mais oui, ça l'aide beaucoup d'être plus grand. Mais il y a beaucoup de gardiens avec qui j'ai joué. Par exemple, Maxime Capot, qui est 6 pieds 1, si je ne me trompe pas, ce qui est petit dans le monde des gardiens, mais qui a vraiment une technique et une attitude ça fait qu'il performe quand même très bien à cette grandeur-là. Donc, il faut jouer différemment, c'est sûr. Moi et lui, on joue différemment dans notre positionnement, dans la façon qu'on aborde les ballons aériens, par exemple. Donc, c'est juste, tu adaptes ton style, mais c'est très possible de le faire, même si c'est dans le range plus petit, mais il faut quand même un minimum. Là. Sinon, c'est un trop gros désavantage à pallier. Excellent. Merci, Jason. C'est à toi, Khalil. Donc, justement, Jason, je vais revenir à ton expérience avec l'Impact de Montréal. Comme tu sais, dans le niveau amateur, les joueurs ont le droit de jouer. Il y a toujours une rotation, que ce soit entre les gardiens des fois ou entre les joueurs. Donc, tous les joueurs dans une équipe ont le droit d'avoir des minutes de jeu. Ce n'est pas le cas en tant que professionnel. Tu as vécu cette situation en tant que troisième gardien de but. En te connaissant, puis n'importe quel athlète, c'est un vrai compétiteur, puis il veut avoir du temps de jeu que tu ne peux pas l'avoir des fois. Alors, comment tu as su gérer ça mentalement? Et puis, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes joueurs que quand ils vont devenir professionnels, ils doivent dealer avec ça aussi? Oui, ben c'était ma première année à l'Impact que ça s'est passé parce qu'avant ça, j'ai toujours joué dans mes équipes, que ce soit à Beaubriand ou à l'académie ou à l'université. J'ai toujours joué, pas nécessairement comme premier, mais je jouais quand même régulièrement. Puis là, à l'Impact, je suis arrivé, puis honnêtement, je me disais, c'est un niveau professionnel, c'est excitant pour moi de revenir à Montréal. Ça va être correct de ne pas jouer les matchs, puis je vais me battre pour essayer d'être dans les discussions, mais je savais que ça allait être difficile. Sauf qu'après 5-6 semaines sans jouer, tu arrives le lundi à l'entraînement, mais tu sais que tu ne vas pas jouer la fin de semaine. C'est beaucoup plus dur de te pousser à fond pour dire, OK, si je me prépare bien, je vais jouer un bon match. Là, tu as l'impression de te pousser pour rien la fin de semaine. En fait, la fin de semaine, tu as un autre entraînement au lieu du match. Donc, ça a été vraiment, vraiment difficile, honnêtement. Puis, j'ai eu des mauvaises périodes où je performais moins bien parce que, justement, je n'étais pas capable de me pousser mentalement. À chaque entraînement, je me dis, OK, aujourd'hui, c'est pas grave qu'il n'y a pas de match. Je me donne à fond, mais inconsciemment, ça a un impact. Ouais. Donc, j'ai eu des périodes difficiles, mais c'est peut-être, disons, au milieu de la saison, que je me suis dit, si je veux avoir une chance un jour, à l'Impact ou même ailleurs, il faut que je sois dans ce système-là, il faut que je sois dans l'organisation. Et la seule façon que je vais le faire en ce moment, c'est en ayant une bonne attitude. Les entraîneurs qui s'attendent à leur troisième gardien ou de leur remplaçant, c'est des joueurs qui se donnent à fond à l'entraînement puis qui ont une bonne attitude puis qui ne dérangent pas le groupe. Ils ne veulent pas quelqu'un qui ait mauvaise attitude, qui dit « Ah, je devrais jouer » puis qui amène la négativité. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne comprennent pas ça, que s'ils ne jouent pas, ils vont essayer de le faire remarquer à l'entraîneur, qui ne sont pas contents. Mais souvent, ça a l'effet contraire de dire si tu n'es pas content, on ne peut pas t'avoir là. Puis ils vont mettre un autre joueur qui est
va se donner à fond même s'il joue moins. Ouais. Donc, c'est un peu l'attitude que j'ai eue et ça m'a permis d'avoir une deuxième année à l'Impact parce que dans ce rôle-là de troisième, j'avais une bonne attitude puis je me donnais à fond. Et ça m'aurait donné l'occasion d'aller jouer à Ottawa. Malheureusement, il y a une blessure qui est arrivée. Mais personnellement, mon attitude ou mes choix, je suis très confortable avec ça. C'est juste la blessure. Il n'y avait rien à faire. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais éviter. Mais ouais, quand on ne joue pas, c'est dur. Mais justement, il faut être prêt quand ça vient. Comme quand j'étais à l'académie, j'étais quatrième, puis j'ai joué le premier match. Exactement. J'étais prêt pour ce match-là. C'est un peu ça qui est arrivé aussi à l'université quand il y a eu un carton rouge, puis j'ai joué. Puis j'ai vraiment bien performé pendant les matchs. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est travailler pour quand ça arrive. Surtout comme gardien, on va sûrement avoir un match d'essai ou une seule chance. Que si tu ne performes pas cette chance-là, ça va peut-être jamais revenir. Donc, c'est important d'être prêt. Exactement, Rock. Juste pour conclure de mon côté, c'est que à un moment donné, on peut avoir tous les ingrédients pour devenir professionnel, mais il y a toujours ce petit côté chance qui peut arriver à un certain moment, mais il faut être prêt pour tenir cette chance-là puis performer. Merci, Jason. Merci, Khalil. Jason, es-tu prêt au blitz des questions du public? Vas-y, on y va. Veux-tu une gorgée d'eau avant de commencer? Non, ça va, ça va. OK, good. Ça, c'est un commentaire de Charlot. C'est le gardien du U13-2A que je coach en ce moment. Okay. Bonjour, Jason. J'ai moi aussi eu la chance d'être entraîné par Youssef Daha. C'est vraiment cool. Il a fait partie de l'Académie de l'Impact, Charlot. Et grâce à lui, j'ai compris le rôle d'un gardien et j'ai eu encore plus de passion. Ces entraînements m'ont beaucoup développé en peu de temps. Ça renchérit un peu qu'est-ce que tu parlais tantôt. Mais je connais personne, honnêtement, qui s'est fait coacher par Youssef qui dit que c'est un mauvais entraîneur, là, que ce soit même Evan Bush ou des joueurs qui l'ont connu plus tard. Nous, on était des enfants, on ne savait pas trop, on écoutait tout ce qu'il disait. Mais pour des joueurs, par exemple, Evan qui l'a connu quand il était déjà milieu vingtaine, lui aussi a vraiment adopté sa philosophie. Puis Evan Bush a explosé là, depuis. C'était un troisième gardien en NASL quand l'Impact était là. Puis aujourd'hui, c'est le seul gardien qui reste de cette époque-là. C'est le seul joueur qui reste de cette époque-là. Et maintenant, il y a eu des bonnes années en MLS qui n'étaient pas supposées avoir si on l'aurait observé à 18-19 ans. Donc, tous les gardiens que je connais qui ont travaillé avec Youssef, ils ont vraiment apprécié. Excellent. Ça, c'est juste un commentaire à Donald Caron, juste de préciser sa question, puis on va enchaîner avec les autres questions, parce que sa question, quelle est ta prochaine étape technique? OK, qu'est-ce que je peux améliorer peut-être? Oui, exact. Sur quoi je travaille beaucoup dans les derniers mois, dans l'off-season et l'année dernière, quand j'étais à Ottawa, c'est mon jeu au pied que je voudrais qu'il soit encore mieux. J'ai jamais eu un mauvais jeu au pied, mais j'ai jamais été considéré comme un joueur excellent au pied qui est capable de trouver ses targets tout le temps. Okay. Donc, c'est quelque chose que je voulais devenir. C'est d'aller de moyen à très bon dans cette partie-là. En tant que gardien. Super, Jason. Prochaine question. Damien Pigeon. Salut, comment pensez-vous que les joueurs seront répartis? Par exemple, est-ce qu'un joueur de Sainte-Marthe pourrait être transféré à Beaubriand? Ça, c'est plus une question. C'est pas une question pour moi. On te relance la question, Jason. Non, donc, en ce moment, c'est pour répondre à la question de Damien, c'est qu'un joueur de Sainte-Marthe fait partie du FC Révolution. Donc, il va avoir l'aspect de proximité, mais tout dépendamment le calibre qu'il va jouer, mais il va avoir des points de service, là, soit Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Boisbriand ou Saint-Joseph. Là, mais il y a toujours la philosophie de proximité. Peut-être plus dans le 2A, ça va être peut-être plus à Boisbriand, Saint-Eustache, on verra, mais ça dépend des catégories toujours. Je ne sais pas si Khalid, tu voulais rajouter quelque chose à ce niveau-là. Ou... C'est vraiment ça, la bonne réponse. Donc, tout dépend de l'âge. Si c'est jusqu'à 8 ans, c'est un soccer de proximité, il va jouer dans sa ville de résidence. Puis par la suite, ça va être, tout dépend des réservations des terrains et tout ça. Excellent. Une autre question ici de Naomi Bénard. Tu as beaucoup parlé de l'Académie de l'Impact et où cela t'a mené, mais par contre, pour les filles, on n'a pas vraiment accès à autant d'étapes. Crois-tu que c'est plus difficile de se rendre
loin en tant que gardienne? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. J'entends beaucoup de rumeurs que la CPL aimerait amener une ligue féminine, qui serait très bien. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'opportunités professionnelles du côté féminin, mais il y en a quand même. La ligue aux États-Unis, c'est une bonne ligue. Et l'entrée, c'est souvent les universités américaines, justement. Okay. Le niveau féminin université américaine, c'est le meilleur niveau au monde. Là. Les joueuses qui sortent de là vont jouer à Lyon, en France, qui est la meilleure équipe féminine au monde. Mais qu'il y a aussi de Manchester City qui ont une très bonne équipe féminine, Chelsea aussi. Donc, c'est plus difficile dans les premières années vu qu'il n'y a pas d'académie. Sauf que moi, il n'y avait pas d'académie non plus quand j'étais jeune. Je jouais à Beaubriand jusqu'à 16-17 ans. Et ensuite, je suis allé à un niveau plus haut. Donc, pour des jeunes aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est donner leur maximum dans les clubs, éventuellement faire le sport-études, qui est une grosse étape de jouer tous les jours. Et s'ils sont capables de performer, aller au CNHP. Donc, je pense que c'est ça le chemin en ce moment pour les filles. Puis, tu sais, il y en a énormément des Canadiennes professionnelles en ce moment. Donc, le Canada, on est un très bon pays au niveau féminin. Donc, je pense que si on suit la ligne qui est proposée par le Canada en ce moment, c'est très possible de faire des carrières professionnelles, même comme filles. Excellent. Jason, on en a parlé en entrée de jeu par rapport à ton super projet de 6 mètres. Ouais. On aimerait ça savoir, ton offre de service, ça s'adresse à qui, à quoi ça consiste, c'est où qu'on peut trouver les informations? Oui, ben dans le fond, c'est un projet que j'ai commencé quand je suis arrivé à l'Impact parce que j'arrivais de l'université où je travaillais je me levais à 7 heures le matin pour aller en entraînement et je me couchais à minuit pour finir mes devoirs. Donc, c'est à tous les jours comme ça, à jouer professionnel, puis à 1h30 l'après-midi, j'ai plus rien à faire. T'sais. Donc, c'était correct pour quelques semaines, 3-4 semaines, j'aimais ça avoir du temps libre puis jouer à la PlayStation, mais après quelques semaines, je voulais avoir un vrai projet, quelque chose de plus académique, de plus mental qui a toujours fait partie de ma vie. Donc, j'ai pensé à plusieurs projets, puis de coacher, c'est toujours quelque chose que j'aimais. J'ai coaché à Beaubriand quand j'avais 16 ans jusqu'à temps que j'avais 19 ans puis que je partais à l'université. Donc, c'est toujours quelque chose que j'aimais. Le problème, c'est que, par exemple, à Beaubriand, quand j'étais l'entraîneur de gardien, je voyais le problème, j'étais le seul, puis je donnais une pratique par semaine. T'sais. Donc, c'est impossible de créer des gardiens excellents, comme j'ai dit tantôt. C'est impossible de créer un gardien qui va aller jouer à Manchester United ou au Real Madrid à une pratique par semaine entre les âges de 10 ans et 16 ans. C'est aucune chance que ça fonctionne comme ça. Donc, et les clubs n'ont pas nécessairement les moyens financiers d'avoir un entraîneur à chaque pratique tout le temps, comme par exemple l'Académie fait, parce qu'il y a une équipe professionnelle qui donne de l'argent aux plus jeunes. Donc, j'ai essayé de trouver une manière d'aider les clubs, justement. Puis j'ai créé 6 mètres, qui est dans le fond des entraînements en ligne que j'envoie aux coachs. Donc, c'est pas fait pour les joueurs directement. C'est plus fait pour que les coachs puissent s'occuper de leurs gardiens. Donc, moi, la philosophie que j'essaie d'instaurer, c'est que pourquoi un entraîneur coach son défenseur droit, il coach son attaquant, il coach son milieu, mais il ne coach jamais son gardien. Souvent, les entraîneurs disent « Ah non, moi, je ne m'occupe pas du gardien, je connais rien au gardien. » Mais un coach qui a joué attaquant, par exemple, il va quand même coacher son défenseur central. Pourtant, il n'a jamais joué défenseur central, puis il n'a jamais joué gardien, mais il y en a un qui coach et l'autre qui ne coach pas. Donc, moi, j'essaie un peu d'amener cette mentalité-là que les coachs devraient avoir des compétences par rapport au gardien de but. Donc, je fais des vidéos que j'envoie aux entraîneurs à travers les clubs. J'ai travaillé avec FC Montréal l'année passée. 3 exercices, c'est à peu près 20-25 minutes. Donc, les gardiens font cet entraînement-là pour 20 à 25 minutes et après intègrent l'équipe pour des tirs, la finition des matchs. Donc, les gardiens, on n'a pas besoin de faire le même échauffement que tout le monde. On n'a pas besoin de faire le pattern de passe, de faire les overlaps. Il faut être bon au pied, les gardiens, mais c'est des pieds vraiment différents d'un numéro 10 ou d'un attaquant. Donc, c'est des pieds qu'il faut pratiquer en tant que gardien de but. Donc, la philosophie, c'est de
d'avoir ce 20-25 minutes-là à chaque début d'entraînement où les gardiens s'entraînent comme des gardiens, puis ensuite intègrent l'équipe, comme ça se fait dans les académies, comme ça se fait dans les équipes professionnelles. Et pour ça, je donne 3 vidéos à chaque entraînement aux entraîneurs 2 fois par semaine que les entraîneurs peuvent soit faire eux-mêmes, avoir un assistant qui s'occupe de ça, avoir même un parent extra qui dit « Je connais rien au gardien, mais si j'ai les vidéos, j'ai les points clés dans les vidéos, je vais pouvoir le faire. » Donc, c'est ce que j'essaie d'amener. C'est au 6mètres.com. Donc, les clubs peuvent s'inscrire et j'envoie 2 entraînements par semaine toute l'année à tous leurs coachs pour qu'eux fassent ces exercices-là avec leurs joueurs. Puis, le but pour moi, c'est que ce soit aucun effort pour les entraîneurs. C'est pas une banque d'exercices, donc il y a juste une semaine d'exercice sur le site. Donc, à chaque fois qu'ils y vont, c'est exactement les exercices. Il faut qu'ils fassent échauffement, exercice, exercice. Et la semaine d'après, ça change pour d'autres. Et c'est moi qui fais la planification pour toute l'année. Mais dans les dernières semaines, ça a changé un peu vu le confinement. Parce que évidemment, les gardiens n'ont pas accès à leur entraîneur, ils n'ont pas accès à leurs équipes. Donc, ça n'allait pas se rendre de cette façon-là. Donc, j'ai décidé de l'offrir directement aux jeunes. Donc, pour tout le mois de mai encore, c'est complètement gratuit sur le 6mètres.com. À chaque jeudi, je mets un entraînement qui peut être fait dans le cours avec un ballon, aucun matériel et juste 2 personnes. Donc, ça peut être entre frères et sœurs ou avec un parent. Donc, c'est à peu près un entraînement de 30 minutes à faire avec le ballon. Et tous les lundis, je mets un entraînement physique qui est fait pour les gardiens que moi, je fais ici. Donc, c'est juste qu'au lieu de le faire avec un chandail de Halifax, je le fais avec un chandail de 6 mètres, mais c'est des exercices que je fais pour vrai, pour me préparer pour ma saison. Donc, si ça peut aider les jeunes à rester en forme comme des gardiens, au lieu de chercher sur YouTube là, des exercices, mais ils peuvent faire ces exercices-là que moi, je fais vraiment en tant que gardien. Donc, pendant le confinement, c'est offert aux jeunes, complètement gratuit au 6mètres.com. J'ai aussi les pages Facebook et Instagram. On va le partager. Super. Merci, Jason. Ça répond à un besoin. On a une question d'un membre technique, Adam Samwali, qui a également fait le visuel par rapport au calendrier et au track là, du webinaire qu'on fait en ce moment avec toi. Donc, la question de Adam, c'est si tu peux lui demander sur ses objectifs personnels pour la suite de ta carrière professionnelle et la manière que son club et que lui-même gère la situation en ce moment par rapport à la COVID. Ouais, ben, moi, mon objectif en ce moment, c'est de jouer des matchs toutes les semaines. Là, depuis 2 ans, dans le fond, c'est ça que je veux faire. Sauf que l'année passée, j'ai eu la blessure. Puis là, cette année, il y a le COVID. Donc, c'est 2 ans de suite où il y a des choses complètement hors de mon contrôle qui empêchent de le faire. Mais oui, c'est ça l'objectif, c'est de jouer des matchs. Je voulais trouver un niveau, trouver une équipe où je sentais que je pouvais me battre pour la première place puis la première position de gardien et de jouer des matchs toutes les semaines. Fait que c'est ça mon objectif à court terme et de m'établir comme un gardien professionnel partant. Donc, c'est ça mon objectif. Puis comment que l'équipe gère la situation, ben évidemment, c'est difficile là, pour n'importe quel club ou n'importe quelle équipe, mais on reste quand même pas mal en contact. On fait à peu près tous les jours, on a des appels Zoom, soit pour parler de tactique avec le coach, soit pour parler de nutrition avec la nutritionniste, parce que notre nutrition change un peu dans le confinement. On a une période physique aussi, on a un entraîneur physique qui nous fait un entraînement Zoom. On a une soirée trivia, donc il y a des questions par rapport à différents sujets. Donc, toute l'équipe, on fait un petit quiz comme ça. Donc, ils nous gardent quand même engagés. Puis, ils nous envoient, on a un programme à suivre à tous les jours. 6 jours par semaine, on s'entraîne. Donc, on est quand même bien entouré. Ah, c'est sharp. OK. Est-ce que vous aviez d'autres questions, André ou Khalil? Sinon, on va procéder à la conclusion. C'est parfait pour moi. Excellent. On remercie le public. Donc, Jason, as-tu un mot pour nos membres branchés qui ont écouté la webinaire à titre de conclusion? Oui, c'est sûr que c'est des temps pas faciles en ce moment pour n'importe qui, mais aussi pour les joueurs de soccer, parce qu'on ne peut pas faire le sport qu'on aime. Mais il y a 2 choses, soit d'essayer de s'intéresser à d'autres sujets. Moi, je le fais beaucoup là, en ce moment. Je lis des livres que j'aurais jamais lus quand je suis occupé, mais que vu que je suis moins occupé, j'ai plus d'intérêt pour ces livres-là qui sont un peu plus compliqués ou qui sont plus des domaines que
ne m'intéressaient pas naturellement. Donc, de faire des choses complètement différentes. J'essaie d'apprendre l'espagnol aussi. Donc, je fais à peu près 30-45 minutes d'espagnol par jour. Je travaille sur 6 mètres beaucoup pour le rendre accessible. Donc, c'est une façon pour moi de rester actif et rester mentalement à faire d'autres choses, dans le fond, de m'améliorer dans d'autres facettes que le soccer, mais aussi de faire le plus que je peux côté soccer en m'entraînant tous les jours, en regardant des vidéos tactiques. Notre entraîneur de gardien nous envoie beaucoup de vidéos de l'année passée ou des vidéos de matchs professionnels, puis on essaie d'analyser ensemble. Donc, ça, c'est possible de le faire, mais aussi de s'entraîner physiquement, être prêt quand ça va commencer, parce que ça va arriver quand même vite. Là, quand ils vont dire quand on recommence, il n'y aura pas un lap de 1 mois, là, ça va commencer vite. Donc, d'être très, très en forme quand ça arrive. Donc, ça, c'est juste que ça qu'on peut contrôler. Puis, c'est plate, mais on fait ce qu'on peut. Puis, quand ça va recommencer, bien, on va s'amuser sur le terrain. Excellent. Bien, merci pour le mot pour le public, Jason. C'est apprécié. Au nom d'André, au nom de Khalil, à mon nom personnel, puis au nom du club FC Révolution, on tient à te remercier pour l'entrevue. Également, nous te souhaitons en premier lieu une saison, le succès que tu mérites pour ta carrière. Donc, merci beaucoup, Jason. Puis, juste pour les gens qui sont en ligne en ce moment, on fait juste faire une publication pour la semaine prochaine. On va recevoir. Est-ce qu'Armando t'a coaché? Oui, au sport-études. Okay. En secondaire 3, c'était lui qui me coachait à tous les jours. Puis à la sélection régionale aussi, il était coach assistant dans ce temps-là. Mais ouais, Armando, c'est un des entraîneurs qui a eu vraiment une bonne influence sur moi, une belle influence sur moi. Puis justement, de jouer à tous les jours au sport-études, c'est la première fois que je faisais ça, de jouer à tous les jours quand je suis entré en secondaire 2. Ça a vraiment amélioré mon jeu. Puis la passion a vraiment changé à ce moment-là. On va avoir l'occasion de recevoir dimanche prochain, le 24 mai à 17h, Armando Mello, qui est notre directeur technique régional de l'Association régionale des Laurentides. Donc, bonne semaine. Restez à 2 mètres. Allez voir ton 6 mètres. Puis Jason, André, Khalil et tout le monde, bonne semaine. Merci beaucoup, Rock. Bonne soirée. Salut. C'est encore en ligne, guys? Ou... Moi, la technologie, je suis pas là. Good job, Jason, en passant.